Dans un instant, Tom Benoît de Géostratégie Magazine est sur ce plateau. Bonjour Tom Benoît. Alors je vous dis tout de suite qu'il va falloir, avec Marianne Barbalayani, être extrêmement concret. Et quand il y a des termes un peu compliqués, je sais que vous êtes économiste, il faut les expliquer aux gens. Bonjour Marianne Barbalayani. Justement, on va vous demander vos lumières sur ce qui me semble être le plus gros problème de la dette finalement, et qui est peut-être pas celui auquel on pense, mais plutôt que aujourd'hui, on a besoin sur les marchés d'avoir des collatéraux de première catégorie, c'est-à-dire des dettes d'État et des gros États, les États occidentaux, les T-bills américains pour les premiers, et puis aussi un peu la dette de la France. Comment est-ce que ça va se passer à partir de là si des États comme la France sont amenés à réduire leur levée obligataire ? Alors, les États, je pense qu'il faut quand même pour garder... les téléspectateurs, il faut expliquer, on adosse ça à des valeurs sûres. Parce que non, mais les valeurs sûres, c'est la dette des États. Justement. Oui, voilà. Alors, donc... Oui, mais ça, c'est fondamental. C'est pour ça que les États ont une responsabilité d'être sûrs et solvables. Bon, j'ai pas de boule de cristal là non plus, mais je pense que l'attrition de titres d'État sur les marchés n'est pas pour demain. Il y a plein d'États très crédibles qui sont très endettés. Les États-Unis, premier bien sûr, et puis tous les pays européens. Et tous les pays européens, et pas que. Donc le Japon énorme. Voilà. Donc un peu moins en dehors de l'Occident d'ailleurs. C'est moins le cas pour les Chinois. Les Chinois lèvent beaucoup moins de dettes publiques sur les marchés internationaux. Est-ce qu'on le sait ? C'est pas. Oui. Mais ça, oui, il y a effectivement un certain nombre de pays qui ont un accès au marché de capitaux parce qu'ils ont une crédibilité qui est très établie et donc, effectivement, qui sont des actifs sûrs, des actifs aussi liquides. C'est très important lorsqu'on a besoin d'avoir de la liquidité, qu'on puisse avoir des marchés suffisamment profonds, etc. Mais en réalité, lorsqu'on a besoin de liquidité, on a tendance à l'oublier trop souvent, mais il y avait un article des Échos il y a quelques mois qui montrait que justement 48% aujourd'hui, selon le Fonds monétaire international, des actifs financiers mondiaux proviennent du shadow banking, de la finance dérégulée, qui passe au travers des régulations et des régulateurs comme vous, par exemple. Et vous avez beaucoup d'acteurs qui font donc de l'intermédiation financière, des brokers-dealers, qui transforment un petit peu des titres en liquidités. Et ça a pris le pas finalement sur les banques centrales. Comment est-ce que les régulateurs et les banques centrales vont faire pour reprendre le contrôle de tout ça, si elles le peuvent ? Alors, on mélange beaucoup de choses, si je peux me permettre. Dans la finance non bancaire, qu'on a appelé autrefois le shadow banking, ce qui était un terme un peu... finance de l'ombre. Bon. Dans la finance non bancaire, dans ces fameux 50%, qui sont une réalité, vous avez tout à fait raison, il y a quand même les assureurs, puisque ce sont des non-banques. Donc la définition, c'est une définition négative. Et il y a même des banques d'ailleurs, des filiales de banques. Des filiales de banques, et il y a les gestionnaires d'actifs, que nous, à l'AMF, on connaît très bien, puisqu'on est leur régulateur. Donc il n'y a pas ce terme de shadow banking... Il fait peur pour rien, en gros. Il fait peur pour rien, ce terme. Alors, il y a des entités non régulées, mais il y a une partie, comme les hedge funds, par exemple, ou ce qu'on appelle les family office, mais il y a aussi beaucoup d'entités régulées, et je crois qu'il faut faire attention. Les gestionnaires d'actifs, qui sont ceux qui produisent les fonds qui vont être, par exemple, dans votre bonne vieille assurance vie, etc., c'est pas un tripot clandestin dans les caves de je sais pas où. Absolument. Ce sont des entités régulées, on les agrée, chacun des fonds, etc. Donc, je crois que déjà, il faut clarifier ce dont on parle. Après, c'est un sujet majeur. On n'aura pas le temps aujourd'hui d'en parler, mais à votre disposition. Avec grand plaisir. C'est un sujet majeur sur ce qu'on appelle la stabilité financière et sur laquelle, effectivement, les régulateurs de marché... Moi, je suis régulateur de marché en France, mais il y en a dans tous les pays et depuis longtemps. Les régulateurs de marché montent en puissance sur ces sujets et moi, je m'y implique énormément parce qu'effectivement, du fait du développement de la finance non bancaire, de l'intermédiation financière non bancaire. Il y a une perte de contrôle, évidemment. Il y a en tout cas des raisonnements différents qui doivent s'appliquer à des entités qui, pour certaines, sont très bien régulées, mais vous ne régulez pas une assurance comme vous régulez une banque. Alors, est-ce qu'il faut, quand on investit, je vous pose la question, Marianne Barbalayani, aller par exemple voir le site de Géostratégie Magazine, aller voir des sites spécialisés et prendre des conseils? Parce que ce que vous racontez là, on le découvre un peu, nous. Je voudrais avancer sur l'union des marchés de capitaux également. Oui, mais je voudrais que vous
je voudrais que répondiez là-dessus. Très simple. Allez déjà sur le site de l'AMF. Notre site, l'autorité des marchés financiers, il y a ce qu'on appelle des listes blanches, c'est-à-dire les entités qui sont agréées et surveillées par nous. Et il y a des listes noires qui sont ceux qu'on a identifiés. Qui donnent des mauvais conseils ou alors, des faux. Qui en tout cas... Des conseillers de l'ombre. Sont surtout des acteurs Très bien, vous avez qui proposent des investissements de manière frauduleuse. D'ailleurs, on fait régulièrement fermer site de l'AMF. etc. Site de l'AMF. Et vous faites fermer certains. On fait fermer des sites. Pour avancer sur un sujet technique important qui est l'union des marchés de capitaux, mais qui est quand même au centre du jeu aujourd'hui, le rapport Noyer, justement Christian Noyer, qui avait été rendu à Bruno Le Maire, valorisait le retour de la titrisation sur le sol européen. Mais qu'est-ce que c'est ? Voilà, en gros, la titrisation, j'y venais, c'est vous prenez des paquets financiers ou de l'épargne liquide. Le but de l'union des marchés de capitaux, c'est surtout la mobilisation de l'épargne privée, justement. Vous la titrisez, vous en faites d'autres paquets, et puis vous pouvez les revendre plus facilement sur les marchés. Donc vous rendez une épargne illiquide, et vous arrivez à en faire des petits, en quelque sorte. Quel est votre point de vue par rapport à l'union des marchés de capitaux ? Est-ce qu'il n'y a pas un danger, surtout, c'est ça la question, avec une union des marchés de capitaux beaucoup plus dirigée qu'aux États-Unis, de rendre l'Union européenne moins libérale que nos concurrents américains ? Alors, premièrement, pourquoi est-ce qu'on assiste à tout ce mouvement de relance du dossier de l'Union des marchés des capitaux ? Parce qu'on n'a plus d'argent ici. Parce qu'on a besoin d'argent. Tout simplement, et je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de financer nos entreprises, on a besoin de financer la transition énergétique, on a besoin de financer nos industries de défense. Ça, c'est des besoins colossaux. Il y a eu plein... Et comme les entreprises marchent mal ici, les épargnants vont investir dans des entreprises américaines. Alors, les souvent. Entreprises ne marchent pas toutes mal pas ici. Toutes. Je suis désolée de vous contredire, mais il y a beaucoup d'entreprises en France qui marchent très très bien. Dassault, par exemple. C'est pour ça qu'on a un marché boursier français avec des stars et avec des investissements qui sont très productifs. Il y a 5 magnifiques dans le CAC 40. Il y a 5 magnifiques, mais il n'y a pas que les 5 magnifiques. Il y a la French Tech, il y a tout un tas d'entreprises très intéressantes. Nos ETI, il y en a des super. Donc d'abord, ne soyons pas trop pessimistes. Il y a plein de choses qui marchent très bien. Alors, on a besoin de plus d'argent. Ça a été chiffré à un montant très important, à 800 milliards de dollars. Donc aujourd'hui... Rapport Draghi. D'euros, pardon, d'ailleurs, dans le rapport Draghi. Bon, on a besoin d'argent. Les banques peuvent en fournir une partie, mais elles ne pourront pas tout financer. D'où l'idée de relancer ce projet qui est déjà un peu ancien en Europe, l'Union des marchés de capitaux. Qui n'a jamais abouti. On qui a abouti, on ne va pas rentrer dans le détail, il y a eu des points très positifs, etc. Mais grosso modo, qui n'a pas totalement délivré ce qu'on en attendait. Aujourd'hui, il faut que ça marche. Donc, il y a eu le rapport Noyer. Les régulateurs de marchés européens réunis au sein de l'autorité européenne des marchés financiers, qui est à Paris d'ailleurs, l'ESMA, eh bien, nous avons produit aussi un rapport au mois d'avril dernier avec une vingtaine de propositions pour relancer ce dossier. Pour ça, d'ailleurs, il faut une union bancaire, il faut une autorité des marchés financiers européenne qui cohabiterait d'ailleurs avec l'AMF française. Je voudrais avancer également sur les crypto-monnaies très rapidement, si vous le permettez. L'autorité des marchés financiers que vous dirigez, que vous représentez, a approuvé Binance en 2022, une plateforme d'échange qui fait passer un gros volume de crypto-monnaies, on va dire, et vous avez enregistré plus précisément cette plateforme. En l'enregistrant, vous apportez une forme d'approbation. Ma question est la suivante. Binance est installée aux îles Caïmans. On ne connaît pas le siège social exact de Binance, ni le dirigeant. Comment se fait-il que l'AMF a pu approuver, enregistrer une pareille société ? Alors, d'abord, on ne parle jamais à l'AMF de crypto-monnaie. On parle de crypto-actifs ou d'actifs numériques. D'actifs numériques, c'est ce que dit la loi d'ailleurs. Comment est-ce que l'AMF enregistre ou agrée des acteurs? Vous parlez de Binance, il y en a d'autres. On a une centaine aujourd'hui de prestataires de services sur actifs numériques qui sont enregistrés chez nous. Malheureusement, un seul a passé la barre de l'agrément. Donc, un seul sur tout l'ensemble. On avait un double régime qui est SG Forge, qui est une entité, et on vient de passer un autre acteur en enregistrement renforcé parce que le Parlement français, en 2023, a considéré que l'enregistrement simple, qui était le régime de base, qui avait été créé très intelligemment par la loi Pacte pour faire rentrer ces acteurs dans la logique de la régulation. Mais comment vous faites pour enregistrer ? Attention, ce qu'il faut dire quand même, c'est que le régime d'enregistrement simple est un régime très léger.
Donc il n'y a aucune disposition de protection des investisseurs. C'est pour ça qu'on attend avec impatience l'entrée en vigueur du règlement européen qui va mettre tout le monde progressivement vers le régime d'agrément où il y aura beaucoup plus de contraintes. Maintenant, attention, l'entité qu'on a enregistrée, simplement enregistrée, nous, c'est Binance France. Voilà. Avec des actionnaires qui sont particuliers. Que vous connaissez. Que nous connaissons dont on a vérifié, des actionnaires qui sont nouveaux d'ailleurs, nous avons vérifié, comme la loi nous le demande, l'honorabilité et la compétence des actionnaires et les dispositions aussi de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. C'est tout ce qu'il y a dans l'enregistrement simple. Donc maintenant, il faut quand même qu'on passe à la vitesse supérieure. C'est clair. De Géostratégie Magazine, Tom Benoît. Absolument. Et à la une, justement, Ibex Wallet, après 1,5 million d'investissements et des années d'études, ce sont des Français qui se positionnent pour être les leaders de l'autodétention d'actifs financiers. Ça doit vous faire plaisir, ça. Ce sont plusieurs associés français qui ont investi donc massivement ces dernières années pour pouvoir détenir de la dette américaine, des actions en autodétention.